Il arrive très souvent que dans la vie locale, une collectivité publique confie à un prestataire privé une activité, la gestion d'une activité de service public. Et puis, au terme de la convention de délégation de service public ou au terme du marché, il arrive également que cette même collectivité publique décide de reprendre en régie l'activité qui a été confiée à ce prestataire privé. Et à cette occasion, une question importante se pose, qui est celle du sort du personnel. Que devient le personnel de droit privé qui relève du prestataire qui perd en quelque sorte l'activité qu'il gérait jusqu'ici, puisque celle-ci est reprise par la collectivité publique. Cette question-là du sort du personnel est réglée par l'article L 1224-1 du Code du travail. Cet article, en effet, prévoit que, s'agissant de salariés de droit privé, lorsque l'activité pour laquelle il travaillait est transférée d'une entreprise à une autre, d'une personne à une autre, eh bien, l'entreprise entrante, c'est-à-dire celle qui reprend l'activité, va devenir le nouvel employeur des 10 salariés. Et le transfert se fait de plein droit, nous dit la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire, dans l'absolu, il n'y a aucun acte à réaliser. Lorsque cette situation concerne les personnes publiques, cela peut poser une difficulté puisque ces personnes publiques n'ont pas l'habitude, bien souvent, d'avoir des relations contractuelles avec des salariés de droit privé. Le droit commun qui s'applique à elles, c'est le droit public. Alors, avant de voir quel va être le sort de ces contrats de droit privé et comment la personne publique se situe par rapport à ces contrats de droit privé, il faut dire quelques mots sur les cas dans lesquels vont s'appliquer l'article L 1924-1 du Code du travail. Pour qu'il y ait transfert des contrats de travail, il faut un transfert de l'activité. Et la jurisprudence de la Cour de cassation précise que pour qu'il y ait transfert de cette activité, il faut tout d'abord qu'il y ait une entité économique autonome, il faut que cette entité garde son identité, et enfin, il faut qu'il y ait un transfert de cette entité économique autonome qui a gardé son identité. Le premier point, c'est l'existence d'une entité économique autonome. Que faut-il pour qu'il y ait une entité économique autonome? Eh bien, pour simplifier, une jurisprudence foisonnante, casuistique, pour ne pas dire byzantine, il y a une entité économique autonome lorsqu'il existe un ensemble organisé de personnes, de salariés de droit privé, dédiés à l'activité en cause. Donc en clair, il faut que dans l'entreprise qui est chargée de l'exercice d'une mission de service public, qu'on lui a confiée par une délégation de service public ou un marché, eh bien, il faut que cette entreprise ait un service dédié, pour simplifier. Il faut également que cette activité soit une activité économique, ce qui, pour ce qui nous concerne, ne pose pas de difficulté, puisque s'agissant de la distribution d'eau potable, de l'assainissement, de l'activité touristique, ou même d'une activité culturelle, nous sommes en présence d'activités économiques à n'en pas douter. Il faut également qu'il existe des éléments corporels ou incorporels. Cet élément-là est très important parce qu'il donne corps à l'idée même d'activité. Les éléments incorporels nous concernent assez peu les collectivités publiques d'une manière générale parce qu'il s'agit de marques ou de brevets. Et en général, la question ne se pose pas en ces termes en cas de reprise d'une activité de service public par une personne publique. En revanche, l'élément qui est à prendre en compte la plupart du temps, c'est l'élément corporel. De quoi s'agit-il? Eh bien, les éléments corporels, ce sont toute une série d'éléments, à savoir des locaux, à savoir des équipements, ou encore du matériel. Prenons l'exemple du service public de l'assainissement. Une collectivité publique a confié à un prestataire privé la gestion de l'assainissement. Elle l'a donc mis à disposition de ce salarié, de ce prestataire, un réseau d'assainissement ou encore des stations d'épuration. Cela constitue des éléments corporels, c'est-à-dire que le prestataire privé gère l'activité grâce à ces réseaux,
grâce à ces équipements. Le deuxième critère qui permet de caractériser un transfert d'activité, c'est l'identité de l'activité. Il faut que l'activité maintienne son identité. Lorsqu'elle passe du prestataire à la personne publique, il faut que l'identité de l'activité, c'est-à-dire l'entité économique autonome, ne soit pas modifiée. Et sur ce point, la question n'a jamais fait de difficulté lorsque la personne publique reprend en régie l'activité sous forme de service public industriel et commercial. Dans ce cas-là, traditionnellement, la Cour de cassation considérait qu'il y avait maintien de l'identité de l'entité économique autonome. En revanche, la question a pu se poser à une époque où, lorsque la personne publique reprenait l'activité antérieurement confiée à un prestataire privé dans le cadre d'un service public administratif. Et la Cour de cassation considérait traditionnellement que cette circonstance faisait obstacle au maintien de l'identité, jusqu'à ce que la Cour, à l'époque de justice des communautés européennes, considère que cette position n'était pas fondée au regard du droit communautaire, ce qui a conduit la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence au début des années 2000. Le troisième critère pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome, c'est l'existence d'un transfert. Lorsqu'il y a une reprise en régie, la question du transfert fait assez peu de difficultés, du moins lorsqu'il y a du matériel. Et sur ce point, il faut préciser une chose. Le transfert d'une entité économique autonome peut être caractérisé alors même qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Je reprends l'exemple de l'assainissement. Un prestataire a géré le service public de l'assainissement avec un réseau et des stations d'épuration qui ont été mis à sa disposition par la collectivité délégante. Il a utilisé ces réseaux et ces équipements pour gérer le service. Lorsque la délégation de service public prend fin, eh bien, la collectivité publique va reprendre ce réseau et ces stations d'épuration. Il n'y a donc pas eu de transfert de propriété. À aucun moment donné, il n'y a eu de transfert de propriété. Au moment de la délégation de service public, c'est une simple mise à disposition qui est intervenue. Et lorsqu'il y a eu reprise en régie, eh bien, tout simplement, cette mise à disposition a pris fin. Il n'y a donc pas de transfert de propriété. Et ça, c'est un élément important. C'est un élément important puisque très souvent, c'est ainsi que les choses se passent, puisqu'on est en présence de biens publics qui sont mis à disposition des prestataires. Si l'article L1224-1 trouve à s'appliquer, alors va se poser maintenant la question du sort des contrats. La collectivité publique va se voir transférer des contrats de droit privé, c'est-à-dire que les agents du prestataire, les salariés du prestataire qui travaillaient pour cette activité, vont, du moins s'ils exerçaient l'essentiel de leurs fonctions dans l'activité reprise, vont être transférés à la collectivité publique. Si la collectivité publique reprend l'activité dans le cadre d'un service public industriel et commercial, cela ne va pas poser de difficultés particulières. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en vertu d'une jurisprudence constante du tribunal des conflits, le personnel d'un service public industriel et commercial est un personnel de droit privé soumis comme tel au droit du travail, à l'exception du directeur du service public industriel et commercial. Mais pour tous ces salariés de droit privé, eh bien, finalement, la situation ne va guère changer. Leur environnement juridique ne va pas changer. Et pour la collectivité publique, le droit applicable à ces salariés va être le même que le droit applicable à ces salariés lorsqu'ils étaient embauchés, lorsqu'ils étaient employés par le prestataire. C'est donc le droit du travail qui va s'appliquer. Les contrats sont donc transférés tels quels, avec l'ensemble de leurs clauses. Les choses sont un petit peu plus compliquées lorsque la collectivité publique décide de reprendre l'activité sous forme de service public administratif. Par exemple, une commune avait confié la gestion de son service public culturel à une association. Et puis, la commune décide de reprendre en régie cette activité culturelle. Lorsque une personne publique emploie du personnel dans le cadre d'un service public administratif, la jurisprudence du tribunal des conflits précise que ces agents sont des agents de droit public. Mais voilà, la difficulté, c'est que les salariés de l'association
avait un contrat de travail. Et ce contrat de travail est transféré à la personne publique. Du coup, la personne publique se trouve en décalage, elle devrait appliquer le droit public alors qu'elle est liée par des contrats de travail. Que faire dans cette situation? Eh bien, le législateur a prévu ce cas à l'article L 1224-3 du Code du travail. Cet article fait obligation à l'employeur de proposer aux salariés privés un contrat de droit public qui reprend les clauses substantielles du contrat de travail. Attention, cet article prévoit une réserve. Les clauses substantielles du contrat de travail doivent être reprises à la condition qu'elles ne soient pas contraires aux règles du droit de la fonction publique. Ce qui veut dire en clair que le contrat public qui sera proposé peut très bien prévoir des clauses qui ne reprennent pas les clauses du contrat de travail. Et on pense notamment à la rémunération. On sait que dans le secteur privé, il arrive que la rémunération des salariés soit supérieure à celle des agents publics pour un travail égal à expérience égale. Du coup, cela peut poser une difficulté puisque la rémunération d'un agent public, d'un contractuel de droit public, n'est pas libre par une collectivité publique, puisque la jurisprudence du Conseil d'État impose que la personne publique fixe cette rémunération par référence à celle d'un fonctionnaire qui se trouve dans une situation analogue. Ce qui veut dire que si un salarié auprès de son prestataire était payé 2000 euros et que, en application des règles de la fonction publique, on ne peut proposer à ce même salarié une rémunération en tant qu'agent public que de 1500 euros, la collectivité devra faire une telle proposition si elle souhaite proposer un contrat de droit public légal, étant précisé que la rémunération ici doit s'entendre traitement, indemnité de résidence et régime indemnitaire inclus. Du coup, il peut arriver que l'agent refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, s'il estime notamment que sa rémunération baisse trop. Dans ce cas-là, le même article L 1224-3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est rompu de plein droit à partir du moment où le salarié privé rejette la proposition de contrat de droit public qui lui est faite. C'est une rupture de plein droit. Alors la Cour de cassation a juste précisé qu'il fallait tout de même notifier au salarié les conséquences de son refus. Il fallait l'informer des conséquences de son refus. C'est une obligation formelle. Si jamais elle n'est pas respectée, cela ouvre seulement droit éventuellement à des dommages et intérêts. Mais il faut être vigilant sur ce point et en même temps, il est important d'informer les salariés des conséquences de leurs actes et notamment du refus. Si, en revanche, le salarié accepte le contrat de droit public, alors tout va bien, il deviendra un agent de droit public et il sera dans une situation parfaitement conforme à l'état du droit concernant la situation des agents de droit public au sein d'une collectivité publique. Voilà, en quelques mots, les règles essentielles qu'il faut avoir à l'esprit lorsque une collectivité publique souhaite reprendre en régie une activité antérieurement confiée à un prestataire privé.